Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Un record de signalement pour la malpropreté à Montréal. Oui, parce que on a cette option dans la métropole de faire le 311 pour appeler, pour signaler que ce soit ce qu'on appelle des dépôts sauvages ou encore des ordures qui sont mal placées. Mais là, on a une base d'appels, une explosion des appels qui sont faits en ce moment avec l'espèce de phénomène d'entraînement qu'on peut voir dans nos rues. Là. Si vous êtes promené dans certains quartiers de Montréal, vous avez peut-être remarqué qu'une fois qu'il y a une poubelle qui se dépose, là, un sac à ordures qui est à côté de la plaque, là, c'est 2, 3, 8, 16. Non, c'est ça devient comme une invitation. Mm-hmm. Je sais pas, je n'ai pas remarqué. Non, c'est pas évident. Non, jamais. C'est non. Pas flagrant. Écoute, je vais vous montrer des exemples dans quelques instants parce que c'est ce que plusieurs comités de citoyens ont mentionné à nos collègues du journal. Alors qu'on peut montrer là, des images d'un peu partout, entre autres. Mais la ruelle qui donne sur la rue Robin. On est dans l'arrondissement de Ville-Marie. Ouais. Les odeurs. Mais c'est donc ben cochon, sincèrement. C'est parce que c'est pas juste non plus, tu sais. Un sac déposé, c'est des sacs éventrés, de la nourriture par terre, des bacs qui débordent, des sacs à grandeur, des matelas sales qui sont déposés. Ce qui fait en sorte qu'on a reçu en 2024 44 817 signalements en lien avec la malpropreté, 7 700 de plus qu'en 2023. Ça nous coûte cher, ça, là. C'est les appels, certes, là, on peut comprendre que ça dérougit pas. Là, on a pas mal d'appels par jour là, si on fait la moyenne sur une année. Mais c'est qu'en 2025, on n'a aucune idée encore là, combien de signalements il va y avoir. Et la rue Robin qu'on vient de montrer est dans le fameux top 10. Oui, parce qu'il y a un prestigieux top 10 des endroits qui ont reçu le plus d'appels à la ville. 95 appels en 2024 pour la rue Robin. Des plaintes partout dans presque tous les arrondissements de l'île. Et entre autres, on a parlé en regroupement de citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve du côté de nos collègues du journal. Et ça, je vais vous dire, j'en connais un rayon quand même de cet endroit-là. Je viens de déménager il y a 1 mois à peine de Montréal. J'adore Hochelaga-Maisonneuve. J'y ai habité pendant des années. Pour moi, c'est un quartier là, qui m'a vu grandir, qui m'a vu vivre toutes sortes d'années extraordinaires. Mais vers la fin, je peux vous le dire, là, ça a tellement empiré la situation de la propreté, surtout depuis qu'on ramasse les ordures aux 2 semaines, qui est une initiative qui peut être louable, d'accord, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui comprend que c'est aux 2 semaines. Puis ça se dépose pas aux semaines, aux 2-3 jours sur les trottoirs. Jean-François, tu peux remontrer, plus tôt cette année, j'avais fait un topo avec Benoît Dutrisac, justement sur... Ça, c'est sur ma rue. C'était uniquement sur la rue où j'habitais des montagnes de déchets à longueur de semaine. Peu importe si on est dans un moment où il va y avoir une collecte ou pas, ça s'accumulait. Et regardez ça, là, ça c'est un tas, là, je vous jure, c'était sur la rue. Je me pose toujours la question de pourquoi on émet une espèce d'étiquette là, où on dit ceci est un dépôt sauvage et on ramasse pas au lieu de mettre une étiquette. Moi, j'ai jamais compris ça. C'est exactement ce que tu peux observer dans l'image qu'on venait de montrer. C'était des collants rouges qui ont été déposés. Là. Puis j'ai déjà moi-même parlé à des évaluateurs, des inspecteurs de la ville, parce qu'on dit du côté de l'administration Plante qu'on augmente ces visites-là, qu'il y a de plus en plus de gens qui passent, là, les inspecteurs. Mais moi, je les ai déjà vus, là. Sacrer des collants rouges, ces sacs de poubelle, sacrer leur camp. Non, mais ça sert absolument à rien. Honnêtement, là, la réflexion que j'ai en voyant ça, c'est Simonac qu'il y en a qui savent pas vivre. Se peut pas à quel point il y a certaines personnes qui sont malpropres. Et ça a un coût. Tu posais la question tantôt, ça doit coûter une fortune. Regarde bien les chiffres. 245,5 millions de dollars en 2024. Ça, c'est 100 millions de plus qu'il y a 10 ans. Après ça, vous vous posez la question, voyons, pourquoi mes taxes augmentent à Montréal? Parce qu'il y a des cochons. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui savent pas vivre. Pour ce qui est des signalements, puis je lisais la réaction de la ville, parce qu'on veut pas accorder d'entrevue. On veut pas, faudrait surtout pas déranger personne à la ville de Montréal là-dessus lorsque le journal les appelle. Hey, écoute, oubliez ça. Là, je sais pas si c'est parce qu'il y en a qui sont en vacances ou quoi que ce soit, mais on veut pas parler, on veut pas répondre aux questions, on fait des déclarations. Ouais, je vais vous lire la déclaration, OK? La hausse des requêtes peut s'expliquer en partie par le succès de l'opération de sensibilisation citoyenne menée par la ville. Pouvez-vous juste enlever vos lunettes roses 2 minutes, s'il vous plaît? Enlevez votre cou du sable aussi, puis regardez autour de vous. Les signalements n'ont pas augmenté parce que le succès de l'opération de sensibilisation citoyenne porte ses fruits. Le nombre de signalements a augmenté parce que la ville est un dépotoir à ciel ouvert. Parce que c'est rendu une dompe. Puis après ça, on se demande, mais oui, c'est plate, il y a des rats. Ben oui. C'est sûr. Il n'y a pas juste des rats. Il y a des ratons laveurs, il y a des écureuils. OK, les écureuils, là. Les écureuils, là.
sont tellement cinglés, là, ces bestioles-là, là, dans les sacs de poubelle. Non, mais c'est pas une blague. Là. Ça Tu les vois là, éventrer, courir, sauter, disséminer des déchets à grandeur de la rue. Ça se gâte là, du côté animal. Là. Eux, par contre, ils doivent être heureux en ce moment. Ben non, mais c'est sûr. Je veux dire, ils ont accès à un buffet à ciel ouvert. Alors, c'est sûr que moi, là, on pose la question aussi dans l'article. La carotte ou le bâton? Hey, laissez faire la carotte, là. Ça presse le bâton. Il y a des contraventions, ça va de 250 à 1000 $ quand on respecte pas les moments des collectes de déchets. Tu sais, je veux bien là, montrer du doigt la ville, puis on est très sévère à l'endroit de la ville à plusieurs moments, puis très souvent c'est mérité, puis dans ce cas-ci, je trouve que la responsabilité, elle est partagée. Tu sais, à un moment donné, là, comme citoyen, on doit aussi faire preuve d'un savoir-vivre, là. Ces sacs de poubelle-là, ces déchets-là, ils sont pas arrivés sur le bord du trottoir, pouf, comme par magie tout seul. Il y a des gens qui ont dit, bah, tu sais, gars, pas grave. D'ailleurs, ça, c'est vieux comme le monde aussi, mais tu sais, on dit souvent, puis Richard Martineau avait écrit là-dessus à un moment donné aussi, puis j'étais comme, Richard met tellement le doigt dessus, puis c'est vrai. Tu sais, plus un endroit est sale, plus on s'en fout un peu. Ouais. C'est comme, bah, il y a déjà un sac là. Quand même que je vais mettre mon sac de plus, bah, ça en fera 2. Mais si on se dit tout ça, là, ben là, ça fait 2, puis ça fait 3, puis ça fait 4. Moi, là, il y a une question de fierté de notre ville, de notre propriété également, de notre environnement. J'ai envie de vous poser la question, est où votre fierté quand vous habitez dans ces quartiers-là? Est où votre fierté de Montréalais? Moi, sincèrement, là, je serais gêné. Ah. Je serais gêné. Étais-tu gêné quand t'habitais dans ce quartier-là? Ben, c'est que ça devient tellement insalubre. T'as plus le goût d'essayer de ramasser. J'avais une entrée de voiture. On peut pas tous baisser les bras collectivement, c'est pas vrai. J'avais une entrée d'auto qui se remplissait de déchets à la seconde où il y avait du vent. Parce que ça poussait tout dans mon entrée. Puis je peux vous dire qu'au bout de 2 ans, j'ai arrêté d'essayer de ramasser. Puis Alex, un petit mot pour terminer. La ville, l'administration Plante, qui dit ouais, la hausse des requêtes, grand succès, on incite les gens à plus appeler. Mme Plante a été élue, si je ne m'abuse, en 2017. En 2017, il y avait 13 000 appels qui se faisaient. On était rendu à 27 000 l'an passé. On n'a aucune idée de combien ça va être cette année. Ça a plus que doublé. Est-ce que c'est à ce point un succès que ça a doublé ou il y a juste doublement plus d'ordures dégueulasses dehors? Ben, j'aurais tendance à répondre à l'affirmative à ta deuxième option. Moi, je veux dire, je pense pas que c'est juste le succès d'une opération de sensibilisation. C'est un constat que plusieurs font. C'est peut-être votre cas aussi. Moi, c'est le constat que je fais lorsque je me promène en ville. Puis c'est malheureux, comprenez-moi bien. J'aime Montréal, j'ai habité Montréal, j'aime revenir à Montréal. J'aime encourager la scène culturelle, la scène sportive à Montréal. Encore faut-il être accueillant. Imaginez là, des touristes là, qui se promènent. Là, puis c'est ça l'image de marque qu'on a. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, ça devrait être un sérieux rappel à la réalité, on va le dire de cette façon-là. Parlant de rappel et douloureux rappel à la réalité, on vous parlait hier, puis la Sûreté du Québec a fait son bilan, là, son triste bilan des vacances de la construction, où il y a eu 38 décès pendant les 2 dernières semaines. Je vous dirais probablement l'accident qui a le plus marqué les esprits, c'est à Saint-Luc de Bellechasse, où il y a 4 personnes qui ont perdu la vie, 3 enfants, 1 adulte. Et là, il y a de nouvelles révélations là, entourant cet accident mortel-là. Oui, parce qu'on a aperçu le véhicule en question qui circulait samedi là, sur le rang Sainte-Sabine dans la MRC des Haies-de-Chemin vers 17h30. C'est le moment où l'accident est survenu, mais quelques minutes avant, on a vu le véhicule effectuer des manœuvres dites dangereuses. Là. Le véhicule serait entré à 100 km/h dans un arbre, là, ce qui aurait causé le décès de tous les occupants du véhicule. Mais surtout, là, non seulement des manœuvres très dangereuses qu'on observait, c'était pas la première fois non plus là, que le conducteur, Guillaume Maheu-Morin, 29 ans, aurait fait ce qu'on appelle là, de la drift en bon français, là, aurait fait toutes sortes de manœuvres inquiétantes au volant. Et qui plus est, mais il n'avait pas le droit de se trouver seul en présence d'au moins
un des 3 enfants qui étaient à bord du véhicule. Je rappelle, c'est Gabriel Bolduc, 9 ans, Mila Rose Gilbert Morin, 7 ans, Jack Ellie Gilbert Morin, 8 ans. Hein? Il était le père de 2 des enfants, le beau-père d'un des enfants en question, et on l'avait dit là, dans l'entourage que c'est arrivé plusieurs fois qu'on a fait des signalements à la DPJ concernant l'homme en question, qu'on a dû appeler la police également en juin dernier du côté d'une voisine pour qu'on intervienne auprès du père. On n'a pas tous les détails de l'histoire, mais il aurait été, je le répète, en interdiction de se trouver en présence d'un des jeunes dans le véhicule et pourtant se retrouve avec les 3, fait des manœuvres dangereuses et fonce dans un arbre. C'est ce qu'on comprend jusqu'ici. L'entourage, là, les parents, les proches des enfants sont dévastés. Les témoignages à nos collègues du journal vraiment sont à glacer le sang. Bon, notre première pensée aujourd'hui doit bien sûr aller à la mère de ces enfants-là. Je veux dire, c'est un drame humain terrible. Moi, c'est ce que je craignais lorsque j'ai pris connaissance de ces faits-là, qui est effectivement une espèce de drame humain derrière ça. Je voyais les images qui avaient été tournées par nos collègues caméramans sur le terrain, puis tu te dis, tu sais, un véhicule s'encasse pas dans un arbre là, comme ça si tu roules à 30-40 km/h. Le moteur est pas éjecté du véhicule. Puis là, de ce qu'on en comprend, là, donc contexte familial extrêmement difficile. Une succession de mauvaises décisions, visiblement de manque de jugement. Non, mais à quel point, sincèrement, il faut que tu manques de jugement pour faire des manœuvres dangereuses comme ça, de la drift, avec des enfants à l'intérieur du véhicule, des enfants en bas âge. Sincèrement, ça me dresse le poil là, sur les bras. Alors, il faudra laisser le temps aux policiers de faire enquête là-dessus, mais vraiment, là. Puis, tu sais, ce sont aussi des petites communautés. Les gens sont très tissés serrés. Ouais. En tout cas, j'étais très touché, moi, par les commentaires que j'entendais et que je lisais hier. C'est en une du Journal de Québec ce matin. Il y a davantage d'accusations de trafic d'armes à Québec qu'à Montréal cette année. Toute la guerre là, des stupéfiants n'est pas étrangère à tout ça. Oui, s'il y a bien une rivalité Québec-Montréal qu'on n'observe pas de très près, c'est celle pour les accusations de trafic d'armes. On y tient pas, hein? Ouais, et pourtant, c'est Québec qui remporte la manche jusqu'ici cette année. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle dans le contexte, là, considérant que la guerre là, importante qui a été observée, là, flambée de violence entre des groupes criminalisés pour du trafic de stupéfiants dans le coin de Québec depuis 2023 a fait en sorte que la police a intensifié là, ses opérations. Surtout du côté de la SQ, mais également du DPCP. On a ouvert là, un total de 4 grands dossiers pour trafic d'armes à feu depuis 4 ans là, avant 2023. Depuis 2 ans, on les augmente. Là. On a ouvert plus de dossiers en 2025 à Québec qu'à Montréal. Et on a bien sûr des grands coups qui sont menés auprès d'armuriers. Hein? C'est ce qu'on appelle là, du côté de... C'est comme ça qu'on nomme des gens qui travaillent pour le crime organisé. Entre autres, par exemple, Brian Lavoie, un homme qui travaillait pour le BFM, le Blood Family Mafia, et qui hébergeait des armes dans son domicile. Là. On parle d'un véritable arsenal qui a été saisi. Au moins 2 armes semi-automatiques, des chargeurs à haute capacité. On a aussi saisi 24 armes à feu dans d'autres perquisitions qui ont eu lieu en janvier 2025. Capitale nationale Rivière-du-Loup était ciblée à ce moment-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. On trouve plus d'armes. On intensifie les recherches, on intensifie les enquêtes du côté de la police, mais ça démontre aussi à quel point le trafic d'armes à feu, même si on sait, on n'est pas aux États-Unis, il n'y en a pas autant qui sont disséminés dans la nature, mais quand même, à notre insu, il y a plusieurs individus qui se mettent à avoir des stocks chez eux pour le crime organisé, et ça, c'est inquiétant. Oui, puis la guerre des stupéfiants à Québec aussi est venue fragiliser l'espèce de climat de sécurité qu'on avait l'habitude d'avoir là, dans la capitale nationale pour y être à chaque fin de semaine depuis 11 ans déjà. Le point d'interrogation que j'ai, c'est est-ce que l'arrestation de Dave Picturmel va vraiment déstabiliser complètement ce groupe-là, le Blood Family Mafia, qui était d'une violence inouïe, qui avait amené des pratiques de torture qu'on voyait, là, qu'on voyait pas nécessairement ici, ou en tout cas qu'on ne publicisait pas tant que ça ici. Là, c'était filmé, c'était relayé, c'était une façon de faire peur également. Alors, de quelle façon l'arrestation de Dave Picturmel et quel impact ça aura sur son réseau là, de trafiquants de drogue? Restons quand même là, dans les faits divers, parce qu'il y a 5 suspects qui ont été arrêtés pour une tentative d'enlèvement. Ça s'est passé en Montérégie. Oui, puis c'est une histoire dont vous parlez la semaine dernière en disant que la police de Mercier cherchait à avoir des informations. Et c'est finalement un appel de la population qui a réussi à mener à l'arrestation de 5 individus, là, des jeunes entre 17 ou 18 ans, qui se promenaient le 27 juillet dernier, semble-t-il, dans une camionnette. Une camionnette qui s'est mise à tourner autour d'un groupe de jeunes qui circulaient à vélo. Et là,
arrivait à côté d'eux, ralentissait, repartait. Demi-tour, revient, ralentit, repart. Une espèce de manège inquiétant qui a fini, au 3e passage, par ouvrir la porte du côté de la fourgonnette pour essayer d'agripper une jeune fille de 12 ans qui circulait à vélo. Heureusement ou malheureusement, la jeune fille fait une chute dans cette manœuvre-là, tombe à terre, mais en tombant à terre, n'échoue pas dans la camionnette qui repart comme ça, plein ouest, en direction de Sainte-Martine. Et on avait fait le signalement de la camionnette, la direction, l'heure. On demandait au public de donner de l'aide et c'est finalement ce qui est arrivé. Donc les 5 sont enlevés. Il va falloir élucider un peu plus le contexte autour de ça. Mais c'est certain qu'une tentative d'enlèvement de même digne des films sur une petite fille de 12 ans à vélo, c'est inquiétant pour une petite communauté comme celle de Mercier. On entre dans une phase critique pour les incendies en Colombie-Britannique. Oui, parce que les saisons des feux de forêt s'allongent année après année, à un point tel où cette année, on a peur qu'en Colombie-Britannique, ça puisse durer jusqu'en septembre, voire jusqu'en octobre, en disant que le mois d'août, c'est une saison qui va être très active, malheureusement, parce que là, il y a une température qui change, il y a des gros vents qui s'en viennent. Ça, c'est inquiétant, bien sûr, parce que ça peut pousser les flammes puis alimenter le feu vers d'autres régions, mais c'est surtout qu'il y a des orages violents qui sont déclenchés en ce moment. Et quand on parle d'orages, bien là, tu sais, depuis le 31 juillet, 67 000 éclairs auraient été répertoriés en ayant frappé la Colombie-Britannique. Là. Le 2 août, il y en a eu 14 000 en une journée. Et on dit que, grosso modo, là, du côté des statistiques de BC Wildfire, une organisation qui s'occupe justement de surveiller les feux de forêt, à peu près aux 100 éclairs, il y a un nouvel incendie qui se déclenche. Puis on ne le remarque pas tout de suite. Parce que ça va frapper un arbre, ça va allumer à la base de l'arbre un incendie. Mais s'il y a un orage, justement, si le sol est humide, le feu va continuer à couver pendant un bon moment avant qu'on s'aperçoive qu'il existe. On appelle ça un incendie dormant. Et là, peut se propager dans le sol lui-même, dans les brindilles, les branchages, puis réapparaître un peu partout, puis incendier un gros quartier de forêt. Là. Ce qui fait en sorte que, oui, il y a des orages, oui, il y a de la pluie, tant mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la pluie qu'on va arrêter pour autant. Puis malheureusement, là, on pourrait continuer de voir là, des incendies massifs qui mènent, hein, comme en fin de semaine, vous avez sûrement remarqué, encore une fois, une espèce de smog dans l'air, un soleil orangé, rougeâtre en fin de journée, lié à un smog d'incendie de forêt. C'est loin d'être terminé, malheureusement. Ben, c'était encore le cas hier. Hein? On surveillait la qualité de l'air sur ce fameux palmarès répertorié sur IQ Air, qui répertorie les grandes villes à travers le monde. Et hier, et Toronto et Montréal étaient dans le top 10. Je suis allé voir ce matin. Là, on n'y est plus. Ça semble s'améliorer. Mais avec ce que tu nous dis, c'est pas exclu qu'il y ait donc, encore une fois, un autre épisode. Toronto est 7e, mais Montréal, on n'est plus là. Oui, non, Montréal, on n'est plus là. Tant mieux. Un mot sur ce qui se passe à Gaza. La situation est toujours extrêmement critique. Les gens sont affamés et l'armée canadienne a parachuté de l'aide. Oui, 10 tonnes de ressources essentielles qui ont été parachutées dans la journée d'hier seulement par les forces armées canadiennes. 10 tonnes, ça semble beaucoup, ça ne l'est pas. Malheureusement, là, même si... Oui, ben, dans le contexte, on parle d'au-dessus de 2 millions de personnes qui sont dans une situation de famine intense, qui sont privées d'alimentation de toutes sortes, de ressources, d'eau potable, de nourriture, de vivres, de médicaments depuis déjà des mois. Et le problème, c'est que même si le Canada, la France, d'autres pays vont aller parachuter comme ça des denrées, il y a non seulement le danger de parachuter une caisse de vivres sur des gens, littéralement, là, c'est déjà arrivé, mais également la distribution des ressources là, qui n'est pas réglementée, ce qui fait en sorte qu'on a parfois bagarres, cohues, puis on comprend là, des gens qui sont désespérés puis qui luttent pour leur survie et celle de leur famille. Le plus gros problème, on continue de bloquer du côté de l'armée israélienne et de l'administration israélienne les camions d'aide humanitaire qui, eux, pourraient circuler au sol puis amener beaucoup plus de ressources dans l'enclave palestinienne. C'est un bon début là, du côté du parachutage canadien de l'aide, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Ça va en prendre plus, puis malheureusement, la situation là, qui s'améliore pas assez rapidement pour le nombre de gens qui, malheureusement, décèdent de famine et de malnutrition. Anne-André, Linkin Park est en ville. I wasted it all to watch you go. Left everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Et qu'on avait hâte qu'il revienne, hein?
Le groupe Linkin Park qui sera donc au Centre Bell ce soir et demain après 11 ans d'absence. Est-ce que vous entendez? C'est une voix féminine pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais j'imagine que les fans le sont. Oui. On a donc changé évidemment de chanteur pour une femme, donc Emily Armstrong, qui est la nouvelle chanteuse officielle de Linkin Park. Évidemment, après le décès de Chester Bennington, qui s'était enlevé la vie donc le 20 juillet 2017. On avait hâte qu'il revienne parce qu'il devait être au Centre Bell en juillet 2017 à la fin, donc quelques jours avant s'est enlevé la vie. Évidemment, on a mis pause sur cette grande tournée de Linkin Park. Donc, dernière venue, ça remonte à 2014. C'était au parc Jean-Drapeau dans le cadre du Carnivores Tour. Et ça vient tout ça avec cette belle tournée là. Ça arrive avec un 8e album qui s'appelle From Zero, qui a été produit donc en 2024. C'est le premier en 7 ans, mais c'est surtout le premier sans Chester. Ça fonctionne très bien avec la nouvelle chanteuse. Évidemment, il y a des critiques. Là, elle s'est un peu embourbée là, en devenant témoin dans une cause pour un ami qui était accusé de viol avec violence. Donc, les fans se sont dit, là qu'on est loin de ce qu'on voudrait. Là, on voudrait quelqu'un là, qui remplace Chester, qui est fin, qui est gentil. Et finalement, elle s'est excusée. Tranquillement, ça s'est estompé. Mais sur scène, ça fonctionne. La chimie est là. Alors, j'ai hâte de voir si les gens seront au Centre Bell ce soir et demain pour les voir. Mais ça reste un classique. On les aime, Linkin Park. Ah, on les aime. Moi, j'ai vu tes yeux. Et que j'ai chanté du Linkin Park. Là là. Mais là, je t'interdis de chanter avec la voix qui te reste. Non, je le sais, faut pas. Ou si tu chantes, faut que tu chantes dans ta tête. C'est le conte de fées qui se poursuit pour Victoria Mboko à l'Omnium Banque Nationale. Mais quelle belle histoire. Hein? Ah oui. On a vu là, nos têtes de série plus connues comme Leila Fernandez, Bianca Andreescu s'estomper là, du tournoi assez rapidement. On avait peu d'espoir de continuer à encourager quelqu'un et voilà qu'arrive Victoria Mboko qui là, cette fois-ci, s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Omnium Banque Nationale. 4e victoire, donc elle a battu Jessica Bouzas Manero 6-4, 6-2 dans un stade IGA hier soir qui était survolté. Clairement qu'elle s'attendait pas à avoir autant d'encouragement, hein? Alors qu'on a entonné là, la chanson thème de la première saison de Star Academy et c'est pas fini à l'unisson dans le stade. Elle qui était tout sourire là, en regardant le public en délire et elle devient donc la 4e Canadienne et la plus jeune à atteindre le carré d'as du tournoi canadien depuis 1968. Il y a eu Faye Urban, Vicky Burner et Bianca Andreescu en 2019 qui s'étaient classés là. Mais chaque fois, c'est à Toronto. C'est la première fois que ça arrive à Montréal. Et donc, c'est un très bel accomplissement. Elle qui a commencé l'année, imaginez-vous donc, au 350e rang mondial, là, elle devrait rentrer dans le top 50 de la WTA à cause de cette performance-là. Elle aura l'occasion de poursuivre aussi là, son parcours mercredi soir, va être contre la Kazakh Elena Rybakina et donc pourrait poursuivre son parcours de rêve, atteindre les demi-finales et qui sait la finale, tout est possible à ce point-ci. Ben, le tableau peut effectivement être favorable, mais juste le fait d'arriver au carré d'as pour Victoria Mboko, c'est incroyable. Écoutez, en début de saison, elle était à peu près 350e au monde. Là, elle a fait un bond considérable juste avec ses belles victoires à l'Omnium Banque Nationale. C'est la belle histoire cette année. Ouais. On a beaucoup parlé des têtes de série canadiennes qui sont parties après un match au premier tour. Ben, nos espoirs sont maintenant sur les épaules de Victoria Mboko. Contre Rybakina, c'est possible. Au dernier tournoi, Rybakina avait battu Mboko. Mais avec le momentum qu'elle a, moi, personnellement, j'y crois.